trop, mais c'est vraiment juste pour qu'on puisse s'y référer. Et donc, l'idée, c'est de les mobiliser à volonté en fonction des situations. Dernier point, l'effectuation ne vous dit pas ce que vous devez faire. Elle ne vous dit pas n'ayez pas d'objectif, elle ne vous dit pas n'ayez pas de vision. Elle dit vous n'avez pas besoin d'avoir une vision, vous n'avez pas besoin de commencer avec un objectif. Vous pouvez tirer parti des surprises. Donc, ce sont des principes qui sont vraiment facilement mobilisables et j'espère qu'on aura l'occasion de les rediscuter dans ce qui va suivre. Voilà, on voulait faire vraiment ce qui pour beaucoup d'entre vous est un rappel. On voulait que ce soit très court et donc j'espère avoir rempli la mission et je repasse la main à Guillaume et Julien. Merci beaucoup Philippe. Alors oui, j'ai lancé l'enregistrement en ligne, donc vous avez eu un petit bip, puisqu'on veut que ces ateliers soient utiles par la suite pour que beaucoup, de plus en plus, soient en capacité de comprendre comment agir effectuellement. Alors vous l'aurez deviné, pas de questions sur l'effectuation en tant que telle, parce que c'est vraiment pas le sujet de cet atelier. Donc, je vais appeler Monsieur Lecor, Alain Lecor, qui fait partie des deux projets que nous allons étudier. Alain, oui, c'est bon, je me suis... Parfait. Je vais démarrer la vidéo. Ah bah non, il est là. Je suis visible. Bon. Bonjour Alain, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous cette situation et que on t'accompagne dans pour remettre en action, pour te sortir en tout cas de cette situation de crise. Alors avant de commencer, tu expliques le problème à tous les participants. Vous allez avoir dans le chat un lien vers un Google Doc qui correspond donc à la situation d'Alain. Sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions, faire vos remarques. Je vous suggère de démarrer toute question ou autre par vos prénoms et noms, de manière à ce que éventuellement Alain puisse y répondre et que de toute façon ces documents seront actifs à l'issue après la fin de l'atelier. Donc Alain, je te laisse la parole, tu te présentes et tu nous expliques ta situation. Donc, je m'appelle Alain Lecor, je dirige j'ai une PME, je suis indépendant, je suis dans la restauration rapide sur Rouen. J'ai sandwicherie et cafétéria. Depuis le 16 mars, je suis totalement fermé, donc c'est-à-dire j'ai un chiffre d'affaires qui est égal à 0 depuis, avec tout l'ensemble, 100% des équipes qui sont en chômage partiel. Et ma difficulté, pour faire simple, c'est que la reprise qui va arriver, pour l'instant ils annoncent début juillet, va être avec des conséquences et des modifications sur les comportements des clients et sur notre façon de faire qui vont être sans équivoque. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas du tout quelles vont être la réaction des gens, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 3 mois, les gens vont consommer de façon différente. Les comportements, les craintes des personnes. Il faut imaginer que moi j'accueille 400 personnes dans une salle. Je veux dire combien de personnes vont être prêtes à se remettre dès le déconfinement mis en place, être prêts à se mélanger avec quasiment 400 autres personnes. Ça va être très compliqué. On sait qu'aujourd'hui, le numérique a modifié de façon encore plus substantielle notre relation vis-à-vis du travail, vis-à-vis des autres. Et donc, ça devient aujourd'hui un outil qui devient essentiel. Et la difficulté que j'ai là-dedans, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer demain. Tout ce que je sais, c'est que ça ne sera plus comme avant. Il va falloir absolument changer notre façon de faire, la façon des équipes de travailler. Malheureusement, moi, j'ai des équipes il y a certaines personnes, ça fait 25 ans qu'elles sont présentes. Et clairement, les changements vont être très durs à mettre en place. Et j'ai des managers qui sont aussi assez craintifs par rapport à toute modification, tout nouveau changement dans les façons de faire. Et ce que j'ai peur, c'est que après ces 3 mois de confinement, on soit obligé de travailler et que je sois obligé de mettre en place des choses de façon un peu
passer en force, sauf que ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'était de pouvoir de co-construire parce que je reste persuadé à côté de ça qu'il y a de vraies opportunités concernant la restauration et concernant le mode de travail que je peux avoir. Parce que juste pour remettre un petit peu dans le contexte, moi, je travaille essentiellement avec des entreprises qui sont aux alentours de mes sites. J'ai une clientèle très fidèle, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai possibilité de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir aussi imaginer un peu l'avenir avec eux, que ce soit après le déconfinement ou peut-être, si ça se peut, en amont. Maintenant, ma crainte, en fait, c'est de dire si aujourd'hui je réfléchis, je mets en place des choses, même avec mes clients, en essayant d'intégrer un maximum de parties prenantes, ma crainte, c'était que les équipes, elles, aient du mal à suivre là-dedans et qu'on rate ce virage-là, qui est aujourd'hui, là où j'en suis financièrement, c'est complexe. Il faut absolument que je puisse me remettre en route demain le plus rapidement possible. La rentabilité, en fait, j'ai besoin qu'elle soit quasi immédiate, simplement parce que j'ai fait énormément d'investissements pour remettre le site en état. Et ce qui fait que forcément, suite à ça, la trésorerie est relativement faible, ce qui fait que j'ai redemandé les prêts garantis par l'État sur des montants qui sont de l'ordre de 400 000 € pour me tenir jusqu'en octobre. Et si je dépense cette somme-là, ça veut dire qu'au-delà des investissements déjà que je dois rembourser, je vais me retrouver avec un prêt supplémentaire à rembourser sur les 5 ans à venir, enfin les 5 ans plus l'année là de entre guillemets gratuite. Et ça va être très compliqué parce qu'on va avoir malgré tout aujourd'hui des charges qui sont reportées mais qui ne sont pas annulées. Et le problème dans mon métier, c'est que les gens qui ne vont pas manger aujourd'hui ne mangeront pas 2 fois demain pour rattraper ça. Donc, je vais me retrouver avec double charge avec des chiffres d'affaires qui ne suivent pas. Donc, c'est pour ça que la question telle que j'avais posée, la phrase simple, c'était de dire comment aujourd'hui je peux faire en sorte que mes équipes acceptent et me suivent dans ce changement-là, sachant que c'est même au niveau des managers, c'est pas, j'ai en général plutôt des freins là-dessus. Alain, bonjour, Julien. Je ne m'étais pas présenté, je vous dis bonjour à tous. Première remarque, question, ou je ne sais pas trop comment le formuler, en revanche. Les parties prenantes ne sont pas tes clients. La question de Lise-Hélène sur le document, sur le Google Doc. Est-ce que tu peux pas, je ne sais pas si on m'entend bien, j'ai un problème de connexion, non c'est bon. Est-ce que tu ne peux pas commencer avec tes salariés en les engageant comme première partie prenante pour imaginer ce que vous pourriez faire maintenant et après, mais d'abord maintenant, parce que l'après on ne le connaît pas, mais le maintenant on le connaît, de façon à construire avec eux ce que vous pourriez mettre en place en faisant justement, ça permettrait aussi potentiellement de faire évoluer certaines mentalités d'anciens salariés. La difficulté que j'ai, c'est effectivement la première pensée que j'ai eue. Et c'est pas la première fois que je me retrouve face à des modifications suite c'est quand à l'arrivée d'Uber Eats d'entités comme ça qui modifient un petit peu l'approche de notre métier. J'ai déjà vécu des modifications comme ça. La difficulté en fait que je vais avoir par rapport à ça, à cette co-construction avec les équipes, c'est que ils ont comment dire, en fait, il faut juste imaginer la restauration et c'est vraiment le cas. Et elle est vraiment, les équipes sont montées comme une armée. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une forme pyramidale où aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai repris cette entreprise. Ça fait 10 ans que j'essaye de raplanir cette pyramide. Et au final, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour donner un exemple, si j'ai des projets, des choses que je veux mettre en place, en fait, si jamais j'essaye de les partager avec les personnes, ce que je peux faire, eux, en fait, ne font pas de différence entre eux. C'est partagé et c'est un ordre. En fait, à partir du moment où je dis quelque chose, c'est le chef qui a dit quelque chose, donc il faut le faire. Sauf que des fois, il y a plein de projets qui disent, bon, c'est juste, je vous présente une idée, on ne va pas forcément le faire, mais j'aimerais partager. Et au bout de 10 ans, j'ai toujours, surtout sur mes managers, pas réussi à changer ça. Ce format militaire est très, très marqué. Alors, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, la restauration étant un univers que je connais assez bien, de l'extérieur, pas de l'intérieur, mais néanmoins je connais bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt de les mettre dans une posture par niveau
de travailler ensemble pour imaginer des actions réalisables de suite par niveau, et que eh bien, après toi, dans ton rôle de chef d'orchestre, eh bien, tu réagences tous les niveaux pour qu'ils puissent être en lien les uns avec les autres. Mais d'abord fonctionner avec un premier niveau, puis un second, puis un troisième, de façon à ce que toi, tu aies l'architecture dans laquelle tu es capable d'évoluer, puisque chacun des niveaux a déterminé le cadre dans lequel il était capable d'évoluer compte tenu du contexte actuel. Tu faisais écho de Uber Eats, par exemple. C'est un contexte particulier. Là, on vit un contexte encore très différent qui remet en cause énormément de choses, notamment la pérennité de leur emploi. Et pour les gens qui sont dans ton entreprise depuis de nombreuses années, ça peut être particulièrement gênant. Donc peut-être que cette approche par niveau pourrait partiellement répondre à la problématique que tu relevais suite à ma première question, Romain. Lorsque tu parles par niveau, juste si tu peux être un petit peu plus précis. Par exemple, les serveurs, les chefs de rang, les cuisiniers, les chefs de cuisine, tu vois, c'est par niveau hiérarchique en fait. Ok. Vu que ça fonctionne très bien comme ça. Ils peuvent travailler ensemble pour imaginer des solutions. Oui, Alain, peut-être juste, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire parce que ça me semble vraiment très intéressant sur l'espèce de blocage qu'il y a. Parce que tu as employé des mots assez forts hein, sur le côté chef, c'est-à-dire qu'il y a ce modèle très fort, il y a moi et il y a eux, et en gros, si c'est pas un ordre, ça va pas être exécuté, etc. J'ai l'impression qu'il y a un travail à faire parce que quelque part, tu es peut-être victime d'un contexte que tu as créé, c'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de volonté de partager, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un style managérial qui s'est imposé depuis plusieurs années et tu as là l'opportunité de le changer. On est souvent producteur de son propre contexte, hein, c'est le principe numéro 5. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui effectivement beaucoup, c'est des dirigeants d'entreprise qui se plaignent du manque éventuel de motivation de leurs troupes pour soumettre des idées originales, et ce qui peut être vécu comme tel, mais il faut se demander pourquoi on en arrive là, et souvent c'est le produit d'une culture d'entreprise qui a été créée dans toutes ces années. Si je la caricature, parce que contrairement à Julien, je connais très mal ton métier, on a une culture qui est très souvent présente dans ces industries, c'est une culture de l'opérationnel, où effectivement ce qui est important, c'est l'opérationnel. Donc ça a très bien fonctionné et on gagne de l'argent quand justement on a cette excellence opérationnelle. Enfin bon, je ne vais pas te répondre ton métier, hein, tu le connais sûrement très bien, mais justement là on est dans un contexte différent dans lequel il y a une autre culture qui est nécessaire, qui est en fait orthogonale à ce qui a été développé ces 5 ou X dernières années, et c'est normal puisque ce qui a fait sa réussite jusqu'à il y a 3 semaines va être presque inutile, et ce qui était inutile il y a presque 3 semaines va conditionner sa survie dans les 6 mois qui viennent, comme tu l'as bien présenté. Donc, je crois que ce qui n'est pas directement dans l'effectuation, mais effectivement c'est quand même très connecté, c'est de se dire pouvons-nous réinterroger nos modèles mentaux pour voir d'où vient ce blocage, parce qu'il est effectivement dans des perceptions qui peuvent être juste radicalement différentes. À moi, tant que le chef ne me dit rien, je fais rien. Et derrière, le chef dit, ah ben voilà, moi j'essaye de leur prendre des perches et puis il ne se passe rien. Et puis là, on tourne en rond comme ça pendant très longtemps, avec chacun pensant que moi j'attends le chef et le chef il m'attend en fait. Donc ça, en informatique, on appelle ça un interlocking, hein. Chacun attend l'autre et puis comme ça. Donc ces situations de blocage, elles sont vraiment tout à fait typiques. Et mon expérience, c'est qu'on ne peut les débloquer qu'en mettant sur la table les modèles mentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous dites en ce moment? Là, par exemple, moi, je m'attendais à ce que vous fassiez des suggestions et il n'y en a pas. Voilà comment moi je l'interprète. Est-ce que vous l'interprétez comme ça, etc. Il y a un travail à faire là-dessus. Parce qu'une fois que ça sera sur la table, il est tout à fait possible que ça débloque, non pas forcément pour tout le monde, mais peut-être pour certains. Là, c'est le principe numéro 3 sur les parties prenantes qui vont spontanément se mettre en avant et dire ah bah tiens effectivement, et là on peut commencer à faire tourner un peu la machine. Voilà, c'est juste une réaction un peu sur
sur essayer de ne pas esquiver ce qui peut bloquer et de ne pas essayer de figer un diagnostic et de se dire, bon, bah, de toute façon, je m'en sortirai tout seul, je ne peux pas compter sur eux, ce qui est probablement pas le cas, en fait. Pas de surprise, mais il faut les générer. Voilà, juste un petit... L'élément très intéressant entre ce qu'a dit Julien et ce que vient de dire Philippe et ce que tu as dit, Alain, c'est que effectivement, on est aujourd'hui dans une situation inédite et exceptionnelle. Tu as très bien exprimé un mode de fonctionnement, donc un modèle mental partagé par tout le monde. Et c'est peut-être l'occasion justement de faire une première étape, comme le dit Sandra, d'un esprit de coopération se construit pas à pas, en disant aujourd'hui le contexte est radicalement différent. Nous savons que nous sommes organisés de manière extrêmement entre guillemets militaire, hiérarchique et ainsi de suite. Or aujourd'hui, on peut postuler que ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, de lancer une discussion avec chacun et en reprenant l'image du frigo, de l'effectuation, de dire ok, qu'est-ce que nous pouvons chacun apporter dans le frigidaire de manière à ce que ensemble nous puissions construire des choses en exposant bien que le modèle mental organisationnel, il faut être capable de créer des espaces d'action entre guillemets en perte acceptable. Voilà. Philippe, tu me dis si je me trompe, mais justement lors de la bataille de la Marne, quand je disais en présentation que l'armée s'était réorganisée, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 40% des officiers qui ont été limogés. Et ce qui s'est passé, c'est que les initiatives ont été prises sur le terrain et les nouveaux officiers qui ont remplacé les anciens ont joué un phénomène de courroie de transmission de haut en bas, d'accord ? De bas en haut, pardon. Et en fait, dès qu'une initiative sur le terrain semblait remporter des résultats et ce genre de choses, ça remontait dans la hiérarchie, puis ça redescendait vers d'autres endroits dans l'organisation ou sur le champ de bataille. Par contre, s'il se passait quelque chose à un endroit qui ne marchait pas, ça n'impactait pas le reste de la structure. C'est comme ça que l'armée a réussi, en innovant, en faisant des choses complètement différentes, à stopper l'avancée de l'armée allemande. Donc, c'est effectivement une autre manière de pouvoir envisager de l'action en commun, d'imaginer des nouveautés, de créer même carrément, c'est de passer à l'action. Et seule l'action apportera en tout cas des informations que tu vas être en capacité d'exploiter avec cette position d'entrepreneur, de créer le contexte, avec beaucoup d'informations de terrain. Ça me permet d'ajouter un élément qui est que moi j'aime beaucoup l'exemple de la Marne parce que ça montre que contrairement à ce qu'on entend souvent, qui est aussi un modèle mental très très fort, les organisations très hiérarchisées peuvent être extrêmement innovantes. On oppose souvent les deux. Si c'est hiérarchisé, on ne peut pas innover, donc ce qui est évidemment faux. On a plein de contre-exemples. La question, c'est le rôle que peut jouer la hiérarchie et la culture donc hiérarchique au sens large. Et c'est effectivement ce que disait Guillaume, la hiérarchie dans un contexte d'innovation peut jouer le rôle de protection, d'accélérateur. Et donc ici, effectivement, dans la Marne, l'initiative est venue du terrain, de gens qui ont été mis dans des situations dans lesquelles on était forcé d'innover. Donc ça, c'est un élément important. Donc, ce que l'on sait effectivement, c'est que l'exposition des modèles mentaux, donc entre autres des éléments culturels de ton organisation, celle que tu as très largement toi façonné, mais également avec les autres,
va pouvoir se faire avec les principes d'effectuation. Effectivement, de tester par exemple des modèles mentaux alternatifs ou des choses à petite échelle, avec des gens qui sont volontaires, etc. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les organisations. Et le deuxième élément que je voulais évoquer, c'est que la situation qu'on vit en ce moment fait sauter beaucoup de blocages au sein des organisations. Moi, jusqu'à 3 semaines, j'intervenais dans des organisations qui me disaient on veut changer, mais il y a un truc qui bloque. Ce qui bloque, c'était, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais c'est les anciens modèles mentaux ou le business historique, enfin voilà. Donc il y a un truc qui bloque et on n'arrive pas à avancer. Là, depuis 3 semaines, c'est alors là, de toute façon, le truc qui bloque, il est mort, puisqu'on est à moins 90%. Alors dans ton cas, en plus, c'est moins 100%, mais on n'est plus dans ce qui bloque, on est dans comment on va pouvoir faire. C'est là que je pense que l'effectuation est particulièrement pertinente parce qu'elle va pouvoir permettre d'avancer avec un risque très contrôlé. Voilà, 2 petites précisions que je voulais. J'ai une question, parce qu'en fait, la notion de tirer parti des surprises, elle est quelque part, ça serait quasiment la plus facile sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui au travers de parler d'information, de désinformation, mais l'avantage, c'est que tout ça met une émulation qui se fait autour de ça, donc ça rend les choses plutôt intéressantes. Ce qui fait qu'au final, des projets, des possibilités d'offrir autre chose aux clients, d'essayer d'imaginer un petit peu les besoins qu'il va y avoir ou qui ont pu être énoncés par les personnes. Ça fait que en termes de projets, j'en ai plein. Il y en a plein de potentiels possibles qui redemanderaient de remodeler ce que l'on a de façon très profonde ou un peu plus superficielle. Maintenant, effectivement, quelque part, il va falloir faire le tri au milieu de tout ça. Et ce tri-là va pouvoir se faire, et là je reviens sur ce qui était dit, qu'au travers de l'action. Donc c'est-à-dire qu'il faut absolument que j'arrive au travers de toutes ces potentialités-là, arriver à tirer quelque chose qu'on va pouvoir commencer à mettre en place pour, lorsque l'on sera effectivement en possibilité d'ouvrir, de se remettre en action, de pouvoir commencer à tester et effectivement reprendre les principes d'effectuation par rapport à tous ces projets-là, mais en ayant quand même tout un ensemble d'éléments qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, que l'on va maîtriser parce qu'il y a une partie qui sont liées simplement à la situation, d'autres qui sont liées à des facteurs extérieurs. Je parle, on attend au niveau de la restauration des aides sur les loyers, sur des aides financières, parce que 3 mois de fermeture, il y en a. Ce matin, Le Monde a annoncé 25% de restaurants qui fermeraient. Donc, c'est juste pas possible. Donc, si ça se peut, on va avoir aussi possibilité d'avoir des compléments qui vont aussi avoir un impact sur quelques principes, notamment sur agir en perte acceptable. Parce que demain… C'est intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as plein de projets possibles. Oui. Ma question, c'est sur quels critères tu vas choisir. Enfin, en fait, c'est ce que tu évoquais. Et ça, c'est très classique pour l'entrepreneur. Hein. Je peux faire ça et puis je peux faire ça. Donc, comment tu vas choisir un projet? Les 2 axes, c'était effectivement travailler avec les équipes, travailler avec les clients. Voilà, effectivement. Donc là, tu vas appliquer le principe numéro 3, c'est-à-dire que tu vas décider des projets sur la base des engagements de parties prenantes. La question, ça va pas être quel est le meilleur projet, ça va être je vais avancer sur le projet pour lequel j'ai des engagements. C'est-à-dire, tu vas dire, tiens, on pourrait faire ça. Bon, on pourrait faire ça. Ah oui, si on fait ça, moi j'ai ma sœur qui fait ça et elle pourrait… là, il y a peut-être un engagement possible. Et là encore, je pense que ne serait-ce que dans le choix des projets, et j'aime pas du tout le terme parce que c'est très causal, il laisse penser qu'on a toujours une infinité de possibilités. Le principe 3, c'est de dire je vais avancer en fonction de qui s'engage. C'est comme ça que ça va te faire le choix. Et donc, une piste, si tu veux vraiment agir en effectuel, c'est de trouver non pas des projets puis après de chercher des gens pour s'impliquer dedans, c'est de trouver des gens qui vont être capables de générer avec toi des projets. Il y a certains projets où tu vas avoir des gens qui vont vouloir s'embarquer, d'autres où personne ne va vouloir s'embarquer, et que tu l'aimes ou pas, il n'y a personne qui s'embarque, le truc est de toute façon pas faisable, même si c'est le plus beau projet du monde. Et pareil, sur ces histoires de loyer, etc.,
Si vraiment tu penses effectual, c'est que tu te dis, bah là, je regarde ce que j'ai sous la main, là, maintenant. C'est pas ce que dit le monde qui a entendu un conseiller, qui a entendu Macron, qui aurait peut-être pensé que, et que machin au mois de juillet, puis finalement ça sera en septembre. Là, c'est causal. Effectuel, c'est dire, là pour l'instant, ce que j'ai sous la main, c'est voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, là, maintenant, tout de suite? Et c'est une vraie discipline, parce que évidemment, alors, je comprends la situation, c'est important de savoir qu'on va peut-être avoir une aide ou un machin. En attendant, on l'a pas l'aide. Et ça, c'est principe numéro 1, c'est avant tout accepter la situation. Et la situation, c'est que pour l'instant, alors je sais qu'en France, l'État ne change jamais d'avis, que quand une décision a été prise, elle est mise en œuvre rapidement, qu'on peut faire confiance aux annonces, que tout se passera bien. La réalité, c'est qu'il peut y avoir de très légères variations dans le temps et dans l'espace. Et donc, si on est vraiment effectuel, on part du principe que peut-être un jour, on aura une surprise, principe numéro 4. En attendant, qu'est-ce que tu as là maintenant dans ton frigo, hein, pas de jeu de mots sur la restauration, mais tu as un frigo et tu peux faire que avec ce que tu as. Le reste, tu vois, et c'est dur, c'est une discipline. En fait, c'est le principe pour appuyer, c'est le principe de ne pas essayer de formuler des hypothèses, mais de rester sur ce qu'on sait. Et ce que tu sais aujourd'hui sera différent de ce que tu sauras demain et était différent de ce que tu savais hier. Et tu construis comme ça au fur et à mesure parce que tu ne peux pas faire autrement. Sinon, on fait des hypothèses et ces hypothèses, eh bien, il faudra les vérifier. Et pour les vérifier, ça devient causal. Et être causal, ça veut dire aligner tout ce qu'on peut pour atteindre un but. Bref, on fait la machine dans le sens inverse et on s'appuie essentiellement sur ce qu'on sait aujourd'hui pour aller vers demain et on saura des nouvelles choses demain qui nous permettront d'aller vers après-demain, etc. Ouais, mais je vais tout à fait dans le sens de Philippe. Là, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait. En fait, l'histoire des loyers et tout, ça n'est que du bonus, mais j'attends pas ça. Donc, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main. Donc, aujourd'hui, je sais jusqu'où je peux aller. Là, les deux premiers principes, je réponds, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, je sais jusqu'où je peux aller, je sais ce que j'ai sous la main. Le reste, ce dont on parlait, les loyers, les machins, c'est du bonus. Hein. C'est cadeau bonus. J'attends pas ça pour vivre. Le reste, moi, c'est calé aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu mettre en place. Et je déroule avec ce que j'ai pu mettre en place. Et puis, s'il y a du plus, ça va me permettre de respirer un petit peu plus et peut-être rajouter un autre projet ou me donner un temps plus long. Mais non, heureusement, j'attends pas de savoir ce qui va se passer dans 2 semaines. Oui, non, mais, voilà. Et c'est alors tu parlais, tu as des idées, c'est bien, tu vas pouvoir engager du monde. Prends aussi les idées du terrain. Je te dirais, laisse cette possibilité d'avoir certains de tes salariés au contact avec les clients, hein, et même de leur dire, écoutez, vous avez le droit de tester des initiatives avec une perte acceptable. Voilà, à toi de définir la perte acceptable du point de vue du dirigeant, du gestionnaire, mais de créer ces espaces acceptables en accord avec la hiérarchie que tu as dedans. Et puis, laisse remonter les choses. Leur projet aussi. Ils auront moins peur ils sont sur leur projet que tu acceptes et puis de voir ce qui va naître de tout ça. Est-ce que parmi tous les participants, certains d'entre vous ont des questions à poser à Alain ou des suggestions à soumettre? C'est le moment de vous faire plaisir. Vous en avez écrit certaines déjà dans le Google Doc. C'est le moment d'être partie prenante engagée. C'est ça. Voilà. On laissera le loisir à Alain de pouvoir se promener dessus pour prendre connaissance de tout ça. Mais si vous avez des questions à poser en direct, n'hésitez pas. Bonjour François à l'appareil. Alain, cette crise sanitaire touche tout le monde. Elle n'est pas raciste. Elle touche tout le monde à des niveaux différents émotionnels. Et donc cette reprise, ces inquiétudes au point de vue de l'emploi, au point de vue du travail, au point de vue de demain, elle existe pour tout le monde. Et en réalité, quand il va y avoir cette reprise, quel que soit quand elle a lieu, chacun va venir avec un capital émotionnel très fragile, à différents niveaux, selon les personnes, etc. Et je pense que tes employés, quand ils vont retrouver le boulot, vont venir surtout avec des peurs, des doutes et des inquiétudes.
Je crois que de fédérer, d'écouter leurs peurs peut être extrêmement fédérateur et intéressant, de les comprendre, et deux, d'exprimer aussi tes peurs, tes inquiétudes. Et ça pourrait être une opportunité en réalité de vous fédérer tous autour de quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus humain que ce qui peut exister actuellement où on est peut-être justement dans un système très pyramidal. Et là, peut-être justement d'aplanir cette pyramide et d'offrir l'opportunité à des personnes, ceux qui le souhaitent, de s'exprimer et d'apporter des idées. Moi, j'étais hôtelier auparavant, j'étais dirigeant de plusieurs hôtels et j'ai eu la chance d'être dirigeant d'un hôtel aux Maldives, de 2 hôtels aux Maldives, quand il y a eu le tsunami. Et le tsunami, c'est une épreuve auquel on n'est pas préparé, on est au milieu de l'océan et puis voilà, c'est le système des merdes. Et ce qui est intéressant, c'est que par la force des choses, moi qui étais justement comme toi dans un système hiérarchique très pyramidal, je dis vous faites, eh bien cette fois-ci, je n'ai pas eu le choix. Il a fallu que je laisse faire les choses. Et en réalité, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait développer en tant que dirigeant, justement d'accepter ce qui venait à moi et de lâcher prise par rapport à ce contrôle et par rapport à cette perception que j'ai de l'autre, mais de permettre à l'autre de s'exprimer, de l'écouter et de l'entendre et de co-construire ensemble. Pour moi, ça a impacté d'une manière positive mon management par la suite. Et moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de t'asseoir avec tes équipes, de les écouter. Et quand je dis les écouter, c'est vraiment de les écouter à fond. Et ensuite, de voir par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble et fédérer autour d'un projet commun. Voilà, merci. Merci pour ce partage. Alors, oui, très bonne réflexion. Effectivement, le partage pour le lien humain, partager avec les salariés et exprimer en même temps la capacité de leadership. Voilà, tu es l'entrepreneur, tu crées le contexte, tu es capable d'expliquer le contexte, comment tu vas le créer et agir. Et effectivement, une très bonne remarque d'Ingrid Sem aussi par rapport au comportement des clients. Quel que soit le comportement, d'ailleurs on s'en fout, l'anticiper dans la nature, peu importe. Par contre, l'action auprès des clients par certains de tes salariés qui sont en contact peut être un élément très intéressant et va pouvoir te donner de l'information que tu vas pouvoir exploiter ensuite pour réorienter des nouvelles offres de services. Si tu es effectivement au cœur d'un espace ou d'un lieu où tu as beaucoup d'entreprises, voilà, il y a peut-être des choses à réinventer avec eux en fonction de leur propre organisation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, poser des questions, des remarques? On est là pour ça, on est là pour aider Alain, donc vraiment aidons Alain. Il faut mettre des choses dans son frigo. C'est ça. Qui veut mettre des choses dans son frigo? Dans le frigo d'Alain. N'hésitez pas surtout. Hein. Oui, on a Philippe Brière qui n'est pas là, dont on devait étudier aussi la situation, mais il est pas là. Oui, on a un petit peu plus de temps du coup, donc. Guillaume? Oui, Bruno. Oui, j'ai une question toute simple. Aujourd'hui, je dirais, je vais passer à autre chose que la culture interne de l'entreprise, mais un des moyens de la faire évoluer aussi, c'est d'échanger avec les clients. Parce qu'il y a des clients qui ont des besoins aujourd'hui. Il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont plus de cantine. Je ne parle même pas des soignants, pour lesquels on a tout un tas de dispositifs qui se mettent en place, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que quand les premières activités vont reprendre, le restaurant fonctionne non pas en ouverture au public, mais pour servir un certain nombre d'entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas là des opportunités à imaginer? Les clients, on peut les connaître en faisant de la com, mais on peut aussi les connaître par le bouche à oreille. Les salariés d'Alain, ils ont sans doute des relations qui sont entrepreneurs ou qui connaissent des entrepreneurs. L'idée, c'est aussi, on parlait de faire avec ce qu'on a dans le frigo, on a aussi des relations avec des entrepreneurs qui ont des besoins de se restaurer. Absolument.
L'idée là, c'est de voir comment, en fait, c'est le cas de l'homme, c'est le cas de le dire, c'est dans notre frigo, on a un vrai savoir-faire, un vrai relationnel et une vraie capacité à apporter des solutions à plein de monde, quoi. Pas simplement à fournir tel repas ou tel plat à tel jour, à telle heure, à tel prix, quoi. Et donc, je trouve que c'est un formidable moyen de mobiliser les équipes pour les inciter à faire des propositions, puisque on voit bien que la culture interne a été souvent d'être dans une culture d'exécution, qui effectivement, comme le rappelait Philippe, a parfois ses bons côtés parce que ça rassure, ça cadre, mais qu'il faut savoir de temps en temps stimuler par un peu de capacité d'initiative. Et là, comme on est dans une période complètement inédite, entre guillemets, tout est accepté. La transformation de l'évolution de comportement un peu orthogonal, comme on l'évoquait, c'est le moment de le faire, à mon sens. Voilà ce que je voulais partager. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions, questions, remarques? Faites-vous plaisir. Il faut aider Alain. Oui, Pascal, bonjour. Merci Bonjour, Pascal. de nous donner l'opportunité d'échanger et d'amener des idées. Moi, j'ai entendu aussi ce mot que tu as dit, c'est il y a une culture action, pas de discussion, ou décision, exécution. Et je l'ai marqué dans le document doc, là, dans le Google Form, où il y a plein d'idées qui fusent. C'est super actuellement, alors c'est super, de manière de parler, actuellement, puisque ton restaurant est fermé, il ne peut pas y avoir d'action. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière d'amener les collaborateurs, et alors il y a du temps, ok, ils sont certainement au chômage partiel, mais peut-être grappiller quelques heures, une demi-journée, plusieurs peut-être demi-journées, et de les mettre dans ce partage de réflexion qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'action. Ou alors l'action, elle peut être, j'ai aussi mis dans le Google Form, de simuler, certains peuvent jouer les clients et d'autres l'équipe, mais en tout état de cause, contrairement au flux, et dès que tu vas réouvrir, tout le monde va être pris évidemment par les bonnes, malheureusement, vieilles habitudes ou le retour aux modèles mentaux. Mais est-ce que là, pendant le temps de fermeture, il n'y a pas une manière de créer le contexte de réflexion, pousser plus loin et donner plus de temps et presque brimer l'action qui permet peut-être d'installer plus de réflexion, plus d'échanges et co-construire du coup avec eux et après peut-être en discutant même avec des parties prenantes clients pour amener ou travailler des suggestions. Alors, je rajouterais juste là-dessus, partie prenante client, partie prenante salarié, partie prenante fournisseur. Bref, tous ceux qui sont en mesure, tous ceux avec qui tu travailles déjà ou qui sont en mesure de travailler avec toi sur des nouvelles façons de faire ou en tout cas sur ce qu'on peut faire maintenant avec ce qu'on a à notre disposition. J'ai noté cette notion effectivement d'atelier d'échange. J'utilise un terme un peu fort, mais c'est que la violence de l'arrêt a fait que il fallait quand même réagir aussi. On ne pouvait pas envoyer toutes les équipes chez eux sans rien. Donc, et toute la force du numérique, justement, ça a permis de créer des fils pour garder le contact avec tout le monde, parce que je connais aussi un peu la situation personnelle de chaque personne. Il y en a pour qui c'est pas évident. 8 semaines de confinement, ça va être très dur. Donc, il faut absolument éviter qu'elle reste seule. Donc, moi, j'envoie des messages réguliers. On essaye, j'ai créé un fil WhatsApp un petit peu plus détendu pour que chacun puisse s'exprimer, partager. Et puis, ça permettait de garder un peu un baromètre pour voir un petit peu comment chacun va. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir permettre aussi à chacun de s'exprimer, je pense effectivement ça va être une des parties qui vont permettre de commencer à mettre un premier pas sur un avenir à créer et je note effectivement le fait derrière de commencer à partager, à créer et à voir qu'est-ce que chacun peut apporter justement dans le frigo pour pouvoir faire une réouverture qui est passée et éviter de revenir dans ce qu'on avait et plutôt imaginer un avenir mais commun. Est-ce qu'on a une dernière question, remarque, participation? Oui, peut-être, oui. Alain, bonjour Alain, c'est Vincent.
Je me posais une question simple. Est-ce que tu as en tête les projets, toi, que tu voudrais voir appliquer ou les nouveaux services? Est-ce que tu as les idées claires sur ça? Ou est-ce que c'est ce que tu veux mettre en œuvre avec ton équipe? Non, c'est relativement clair. C'est clair. Donc, en fait, ce que je comprends, moi, de ta situation, c'est plutôt comment engager le dialogue avec les équipes. Alors, il y a peut-être un truc qui est très contre-intuitif, mais qui pourrait être intéressant, puisque depuis le début, j'ai l'impression que tu butes sur des difficultés de communication avec les équipes, c'est peut-être de leur exposer ta décision, puisque finalement c'est toi le patron, donc et ça jusque-là c'est ta décision, tu dis voilà ce que je voudrais mettre en place, et les faire s'exprimer sur ce pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Puisque si finalement c'est les freins que tu veux lever, peut-être qu'il faut aller les chercher, les freins finalement. Enfin, moi je sais que j'ai déjà testé cette méthode-là et ça peut fonctionner, c'est-à-dire leur dire voilà ce que je voudrais faire, expliquez-moi pourquoi ça ne fonctionnera pas, ou pourquoi on aura des difficultés à le mettre en œuvre, et faire émerger tous les freins. Parce que c'est seulement quand ils seront sur la table que peut-être là, vous pourrez entamer le dialogue, de vous dire comment est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour lever ces freins et pour modifier nos organisations, pour modifier nos façons de fonctionner, et donc lever les freins. C'est très contre-intuitif, et je dois avouer que pour un manager qui a l'habitude en général de porter des solutions, d'aller au-devant des problématiques, c'est pas toujours simple, mais finalement, là, c'est bien le premier principe de l'effectuation, c'est de te dire, mais qu'est-ce que j'ai sur la table, quoi. Ce que tu as sur la table aujourd'hui, c'est des craintes et des freins, visiblement. Et bien peut-être qu'il faut les mettre sur la table, vraiment, et puis aller faire le tri là-dedans. Et là, peut-être que tous ensemble, vous pourrez faire le tri de ces difficultés. Et ça fonctionne, hein, ça fonctionne assez bien. À la fin, il ne reste finalement que les vrais incontournables et qui peuvent peut-être invalider complètement un projet, hein, mais en tout cas, ça peut être un moyen d'avancer, puisque visiblement, ce qu'il faut lever, c'est les freins, quoi. Oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a un certain temps, je travaillais surtout sur, on va dire, à l'intuition, qui sont ce qu'elles valent sur les mises en place de projets. Le fait d'avoir pas mal suivi sur l'effectuation a fait qu'effectivement, j'ai commencé à revoir un peu ma façon d'aborder les choses en faisant en sorte d'avoir l'engagement de parties prenantes. On se rend compte qu'effectivement, c'est un des moments à partir du moment où on a un engagement, ça permet effectivement de développer le projet et de se dire il y a un intérêt à le faire. Dans le contexte actuel, c'est vrai que sans avoir personne avec qui discuter, même si on a la possibilité au travers de visio et des outils que l'on a là, c'était un petit peu compliqué de pouvoir. On a plutôt tendance à voir les gens en réel qu'au travers de téléphones et tout, donc c'est pas évident. Mais c'est vrai que le fait de repartager et au travers, je reprends la notion d'atelier qui me va bien, et effectivement faire émerger les freins et de pouvoir travailler. Parce que là, ma priorité, si on pousse jusqu'à juillet, c'est de travailler en amont pour commencer à imaginer les choses, sachant que moi, j'ai une mise en place qui ne va pas se faire avant septembre. Les vacances vont arriver, je pense que les gens prendront leurs vacances, que ça aura de toute façon un impact et qu'avant, on ne redémarrera pas. Donc, effectivement, cette notion de faire lever les freins, c'est très intéressant. Et si j'ajoute, c'est pas pour enfoncer le couteau dans la plaie, hein, c'est que la plupart des freins, ils sont dans nos têtes. Hein. Ça, je confirme. Oui, c'est pour ça que comme ça. Hein, je m'inclus bien évidemment dedans. Donc, il y a beaucoup de freins dans ta tête, il y a des freins dans la tête de tes collaborateurs. Et la clé pour avancer dans une situation comme ça, c'est de mettre les freins sur la table. C'est pas facile. Mais je pense que c'est indispensable. Moi, toutes les discussions que j'ai avec les chefs d'entreprise, ils me disent que si on ne fait pas ce passage de mettre les trucs sur la table, on va repartir, si on arrive à repartir, ce qui n'est pas évident, sur de mauvaises bases. Parce que le choc, là, il est trop grand pour qu'on fasse comme si rien s'était passé et que le 11 mai ou le 11 juin ou le 11 août ou n'importe quoi, ou en septembre, on dise bon, ça y est, le film est terminé, on allume la lumière et hop, on recommence comme si... non, ça ne va pas être possible. Et donc, il faut mettre sur la table les modèles mentaux, croyances, machin. Je pense que, oui, mais on pense que toi, tu es le boss. Alors donc, ah oui, mais moi, je pensais que... voilà. On met bien ça sur la table, on remue ça bien. Je ne vais pas faire de nouvelles métaphores culinaires, mais les ingrédients, ils sont bien sur la table. Et après, une fois qu'ils sont sur la table, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça?
Sinon, on va rester bloqué. Et il y a des boîtes qui vont pas redémarrer parce qu'elles vont rester enfermées dans des modèles qui n'auront pas été changés à l'occasion de ce choc, si violent soit-il. Et au final, si je suis devant vous, c'est à cause de ces freins-là. À un moment, je suis assez clairvoyant sur le sujet. Hein. C'est mes propres freins qui fait que effectivement, je me pose beaucoup de questions, de craintes, et que j'ai soumis mon problème à tout le groupe. Ouais. Bravo pour ton courage, c'est bien. C'est sûrement une des choses les plus difficiles à faire pour un dirigeant. Je parle d'expérience. Bon, Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. On arrive au bout de cet atelier. Merci Alain de nous avoir présenté cette situation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Effectivement, le Google Docs associé est plein de beaucoup de choses. Donc juste pour conclure, donc merci Julien, merci Philippe. Et puis donc pour vous dire que cet atelier sera mis en ligne très prochainement de manière à pouvoir conserver trace des modes de pensée effectuaux. Et puis eh bien on vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent à la semaine prochaine pour un nouvel atelier des Citrons de la Marne, parce qu'on continue. La situation continue d'être toujours aussi incertaine et probablement de plus en plus. Si vous avez connaissance d'entrepreneurs, de managers, de gérants, de dirigeants d'entreprise qui se retrouvent vraiment dans ces situations, parlez-leur des Citrons de la Marne. Il y a un groupe sur LinkedIn. Je vous renverrai un mail à toutes et à tous. Et écoutez, très belle fin de journée à vous. Bon courage dans cette situation. Et rendez-vous à très vite sur LinkedIn et pour un prochain atelier. Belle fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous.